deux choses l'une, ou la nation est composée d'hommes et de femmes, ou elle ne l'est que d'hommes. S'était écrié le député Guillaumard à la Convention en 1793, aux côtés de Condorcet, qui menait déjà bataille pour que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'exclut pas les femmes du droit de cité. Il s'entêtait en vain. Il fallut attendre l'ordonnance du 21 avril 1944 à la Libération pour que soient reconnus aux femmes les droits politiques. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce que je viens de vous lire est le premier paragraphe d'un article publié par Gisèle Halimi en mars 1997 dans le journal Le Monde pour défendre l'idée d'une représentation paritaire des femmes dans les assemblées politiques. Vous vous souvenez peut-être que j'avais évoqué en décembre dernier, lors de la toute première séance de cette série de cours, les débats sur l'universalisme républicain, devenu un lieu commun du débat politique français. Je vous avais dit, sans trop m'y arrêter, que l'émergence de ce thème dans le débat public datait de la fin des années 1990, donc le thème de l'universalisme, et qu'il ne concernait pas, à l'origine, la question des minorités étrangères ou celle de la place de l'islam dans la République, mais bien, justement, les débats sur la parité. À l'heure des nouveaux combats féministes, de MeToo, de la constitutionnalisation de l'IVG, ces débats de la fin du XXe siècle peuvent sembler étrangement désuets. On peine à se souvenir de leur virulence. Pourtant, ils ont suscité des controverses extrêmement vives et ont profondément déchiré le mouvement féministe français tout en contribuant à mettre la question de l'universalisme et de l'héritage de la Révolution française, vous venez de l'entendre, au cœur des débats politiques. Il mérite donc, je crois, un petit détour. Le point de départ du mouvement pour la parité trouvait son origine, je le rappelle, dans un constat simple, efficace, celui de la sous-représentation des femmes dans la vie publique au milieu des années 1990, un demi-siècle après l'obtention du droit de vote par les femmes. Celle-ci, en France, était moins de 6% assiégée au Parlement, ce qui faisait de la France, avec la Grèce, la lanterne rouge de l'Europe. Pour y remédier, certaines militantes féministes avaient, dès les années 70, suggéré de mettre en place une politique de quotas, mais la proposition avait été abandonnée. Elle est ressurgie dans les années 1990 sous une forme nouvelle, celle de la parité, imposant aux partis politiques de présenter la moitié de candidates à toutes les élections. Le régime, le système que nous connaissons, puisque c'est celui qui fonctionne actuellement. La proposition s'inscrivait dans un mouvement européen porté par la Déclaration d'Athènes de 1992, et il trouva un écho en France avec le livre de Françoise Gaspard, Claude Servan-Schreiber et Anne Le Gall, Au pouvoir citoyenne, liberté, égalité, parité. Le mouvement prit de l'ampleur, porté à la fois par des responsables politiques, des militantes féministes et des universitaires. À partir de 1997, le projet fut porté par le gouvernement de Lionel Jospin, qui imposa une réforme de la Constitution en juin 1999, permettant l'année suivante l'adoption de la loi sur la parité, donc en 2000. Or, les débats qui ont précédé donc la réforme de la Constitution et l'adoption de la loi ont profondément recomposé l'espace de la cause des femmes pour utiliser le concept proposé par la sociologue Laure Bérény dans son analyse de ces débats. Je vous renvoie donc à son livre « La bataille de la parité ». En effet, publié en 2005. En effet, le combat pour la parité a suscité de fortes réticences, non seulement chez certains hommes, peu pressés de partager leur quasi-monopole de l'exercice du pouvoir politique, mais aussi, ce qui était peut-être plus inattendu, parmi des intellectuels attachés à l'égalité homme-femme. D'un côté, des féministes radicales, très engagées à gauche, ont récusé un combat qu'elles jugeaient
à la fois trop réformiste et trop centré sur l'arène parlementaire. De l'autre côté, des intellectuels plutôt marqués au centre-gauche ont elles aussi attaqué le principe essentialiste qui guidait la loi à leurs yeux au nom d'un idéal universaliste selon lequel la représentation politique transforme tout individu en un citoyen sans égard pour son sexe, son âge, son origine ethnique ou encore ses croyances religieuses. L'argument était le suivant, une femme n'est pas nécessairement mieux représentée politiquement par une autre femme que par un homme. La représentation politique est censée transformer un rassemblement disparate d'individus en une communauté nationale. Introduire la parité, c'était ramener ce phénomène à une simple représentation de chaque sensibilité, de chaque minorité. Bref, c'était ouvrir la voie au communautarisme et rompre avec l'universalisme issu des Lumières et de la Révolution française. Universalisme, le terme, en effet, commençait sa carrière dans l'espace politique français. Elisabeth Badinter publia le 12 juin 1996 une cinglante tribune en première page du journal Le Monde intitulée « Non au quota de femmes ». Elle voyait dans la proposition la menace, je cite, de dérive mortelle pour notre République laïque et universaliste. Loin d'être une nouvelle révolution promettant un meilleur partage du pouvoir, la parité était le signe d'une contre-révolution. Elle écrivait, je cite, « Alors que 1789 marquait solennellement la disparition des castes et des ordres, on envisage aujourd'hui de réintroduire un nouveau clivage, cette fois sexuel. 2 siècles de durs combats contre toutes les discriminations, sources éternelles d'incompréhension, de ghettos et de conflits, pour les retrouver aujourd'hui revendiqués comme ultime critère de représentation. » Elle s'insurgeait donc contre une vision qu'elle considérait essentialiste des femmes, qui reposait, selon elle, sur un primat du biologique, sur l'idée de valeur ou de compétence spécifiquement féminine. Elle rejetait l'idée de passer par la loi pour améliorer le statut des femmes, jugeant humiliant que celles-ci soient considérées comme d'éternelles victimes du pouvoir masculin. Enfin, en traduisant la question de la parité en termes de quotas, elle agitait la menace d'autres revendications issues d'autres minorités, et donc, à terme, le remplacement de la République par ce qu'elle appelait la démocratie communautaire des quotas importés des États-Unis. Alors vous le voyez, éloge de la République universaliste, issue de la Révolution française contre le communautarisme américain, critique du discours victimaire, refus de toute politique fondée sur la différence, de nombreux éléments de ce que nous appelons aujourd'hui le discours universaliste étaient alors en train de se mettre en place. Et c'est justement sur ce point que Gisèle Halimi répondait dans l'article que j'ai cité à l'instant et qui se poursuivait ainsi. Le principe universaliste général et généreux a doté des droits politiques un être humain abstrait, indifférencié, l'homme avec un H majuscule. Ni sexe, ni ethnie, ni religion, ni couleur, c'est l'individu générique. Est-ce en application de ce principe que furent exclus les femmes et les fous, maintenu l'esclavage, définitivement aboli en 1848, point d'interrogation. Puis, Gisèle Halimi citait Sartre. Derrière l'homme abstrait de la Déclaration, il y a l'homme bourgeois de 1789. Et elle poursuivait, Sartre avait raison. L'homme universel est un homme, pas une femme, un blanc, pas un noir, un bourgeois, pas un ouvrier ni un colonisé. Rapporté aujourd'hui aux lois sur l'immigration, à la fracture sociale ou à la sous-représentation des femmes, ce propos reste d'une actualité saisissante. Fin de la citation. Puis venait le coup d'estoc contre le principe de l'universalisme républicain abstrait, et je cite à nouveau, l'universalisme indifférencié a bâillonné de son abstraction la réalité d'un universalisme sexué. C'est pourtant par la reconnaissance de l'identité sexuelle et de sa différence que l'égalité
entre hommes et femmes trouve son fondement. Puis elle rejetait l'accusation de communautarisme, affirmant que les femmes n'étaient pas une communauté ni une minorité, et qu'elles étaient moins encore définies par une nature féminine. Après Sartre, Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, les femmes ne sont donc pas une minorité, mais, disait-elle, la moitié de l'espèce humaine. Le principe de différenciation sexuelle est le préalable à toute catégorisation, le principe initial, affirmait-elle, avant d'être une classe, une corporation, l'être humain est d'abord masculin ou féminin. Enfin, elle terminait par l'argument du symbole et l'effet d'entraînement que la parité devait produire. Alors, vous remarquez dans ce texte, à nouveau, la référence importante à 1789, mais aussi la tension qui parcourt le texte entre, d'une part, l'affirmation que la différence sexuelle est principielle, elle-même universelle, anthropologique, et qu'elle échappe par là à toute approche communautaire. Ça, c'est la réponse à l'attaque sur les quotas. Et de l'autre, la critique plus générale de l'universalisme abstrait qui ouvrait la voie, effectivement, à d'autres revendications. Et d'ailleurs, d'autres autrices préféraient, elles, garder le débat sur le terrain strict du féminisme, au point de creuser la question de la différence sexuelle. C'était le cas, par exemple, de Sylvia Nagasinski, qui était aussi très présente dans ce débat, et qui répondit très sèchement à l'article d'Elisabeth Badinter que je viens de citer, en visant, elle aussi, tout particulièrement le motif de l'universalisme hérité de 1789. Je la cite. « Il faut être ici très clair. Si l'universalisme consiste de façon abstraite à ignorer absolument la différence sexuelle, c'est-à-dire l'essentielle mixité du genre humain, alors il faut faire la critique philosophique et politique de l'universalisme et montrer que toutes les fois qu'on efface absolument la différence sexuelle, on identifie en réalité le genre humain à un seul sexe, celui de l'homme. À ses yeux, c'était en tout cas le péché originel de l'universalisme de 1789. Je cite encore, « La Révolution a instauré la communauté politique des mâles libres et égaux en droit. » Agacinski poussait alors l'argument de la différenciation sexuelle jusqu'à sa limite, prenant ses distances avec l'héritage de Beauvoir. Alors, si j'insiste sur ces débats, c'est qu'il me semble avoir véritablement ouvert une scène politique et théorique qui n'a cessé depuis de produire ses effets. Il est tout à fait intéressant aussi de constater à quel point la référence à 1789, je vous l'ai dit, je viens de vous le montrer, était omniprésente dans ces débats, et il n'est pas sans doute indifférent que plusieurs des intervenantes, et notamment Elisabeth Badinter, mais aussi Mona Ozouf, qui était à peu près sur une position assez proche, aient été des spécialistes du XVIIIe siècle, biographes de Condorcet pour l'une, historienne de la Révolution française pour l'autre. Pour elles, 1789 marquait le point de départ d'un long processus d'émancipation grâce au principe universaliste des droits de l'homme, terme générique homme ici, terme générique pour désigner les humains, tandis que pour leurs adversaires, la Révolution était au contraire la scène inaugurale de la domination masculine moderne, la construction d'une république exclusivement masculine, au nom même d'un universalisme trop abstrait pour être honnête. Or, il se trouve qu'au même moment, sur une autre scène au fond, celle de l'historiographie spécialisée de la Révolution française, et notamment de l'historiographie anglophone, cette question était ouvertement agitée, notamment après la parution en 1988 du livre de John Landes, « Women and the Public Sphere in the Age of the Revolution ». Selon Landes, les femmes, qui avaient bénéficié sous l'Ancien Régime d'une certaine liberté et d'une capacité d'action dans la vie intellectuelle et politique, par exemple grâce à l'institution des salons littéraires et philosophiques, eh bien, les femmes avaient été en revanche exclues de la nouvelle sphère publique, démocratique, instaurée par la Révolution française. La Révolution française n'avait pas été un progrès, une libération, mais au contraire un recul
pour les femmes dans la sphère publique. C'est une thèse qui a connu un grand succès, et un succès amplifié par le livre de Leigh Hunt, le roman familial de la Révolution française, qui montrait, 4 ans plus tard, que la mise à mort du roi, figure patriarcale du mauvais père, avait été suivie d'une domestication des femmes au sein du nouvel ordre familial, sous l'autorité des hommes, sous l'autorité de la bande des frères, selon le langage freudien adopté par Leigh Hunt. Alors qu'en est-il exactement aujourd'hui? Quel bilan, quel point peut-on faire sur cette question? Alors, sur le plan des droits politiques, d'abord, le constat est sans appel. À aucun moment, les députés n'ont envisagé d'accorder l'égalité politique aux femmes. En 1789, les droits du citoyen étaient définis par le droit de vote, d'une part, essentiellement, mais aussi par celui de participer à la garde nationale. Le suffrage était censitaire, mais à partir de 1792, tous les hommes sont concernés, sans limite sociale. Les femmes, en revanche, en sont privées, et elles le seront donc, en effet, jusqu'en 1944. Au demeurant, ce n'était pas là une innovation de la Révolution, car la pensée politique des Lumières n'avait jamais envisagé, quasiment, le suffrage féminin. Le terme même de citoyenne était presque inusité avant la Révolution, l'encyclopédie précisant que le mot citoyen était nécessairement masculin. Sous la Révolution, on désigna néanmoins de citoyenne soit la femme ou la fille d'un citoyen, et plus généralement les femmes qui étaient favorables à la Révolution. Pour autant, faut-il dire que les femmes ont été exclues de la sphère publique? Alors c'est ici qu'il faut nuancer le diagnostic. D'abord parce qu'elles ont trouvé plusieurs façons d'intervenir dans la vie politique révolutionnaire. Parmi les élites, certaines ont continué d'animer des lieux de sociabilité au croisement de la vie intellectuelle et politique, à la façon de Germaine de Staël ou de Sophie de Grouchy. D'autres ont pesé comme spectatrices, attentives et parfois bruyantes dans les tribunes de l'Assemblée ou, ce qui est plus rare, comme membres des clubs politiques. D'autres encore ont utilisé ce nouvel outil qui était le droit de pétition qui leur permettait de rédiger et d'adresser à l'Assemblée des pétitions, des adresses, justement, comme on les appelait. Cette activité protéiforme leur permettant de s'affirmer comme des citoyennes sans citoyenneté, selon l'expression de Dominique Godineau. Les clubs politiques étaient presque toujours masculins, mais on connaît néanmoins de très rares cas de clubs féminins, de clubs mixtes, et quelques clubs féminins dans une soixantaine de villes environ, donc ce n'était pas totalement impossible, il y en avait. Par exemple, à Paris, le club des citoyennes républicaines révolutionnaires, animé par Pauline Léon et Claire Lacombe, joua un rôle important en 1793, notamment dans la mobilisation du mouvement populaire contre les Girondins, tout en réclamant que les femmes puissent être employées dans la défense nationale. De fait, le printemps et l'été 1793 furent l'acmé de ce moment de militantisme politique et patriotique des femmes parisiennes, alimenté par l'activisme des sans-culottes. Les femmes ont joué un rôle important au sein des foules révolutionnaires, dès les fameuses journées d'octobre 1789, puis à chaque grande journée populaire, du moins jusqu'aux journées de Prairial en Troie, qui ont conduit un désarmement du mouvement populaire et suscité un arrêt de ces mobilisations. En réalité, le mouvement, l'activisme politique féminin avait déjà connu un violent coup d'arrêt à l'automne 1793, précisément en octobre 1793, puisque le club des citoyennes révolutionnaires et républicaines, dont je viens de vous parler à l'instant, avait été dissous par la Convention nationale qui avait décidé d'interdire tous les clubs de femmes. Et à cette occasion, le député Jean-Pierre-André Amard avait rédigé, au nom du Comité de salut public, un rapport qui
donc sur les clubs féminins, un rapport où pour la première fois était posée explicitement et officiellement, ouvertement, la question des droits politiques des femmes. Jusqu'où est-il possible de reconnaître et d'accorder un rôle politique légitime aux femmes en révolution, demandait-il. Et la réponse était sans hésitation. Les droits politiques des citoyens sont de discuter, de faire prendre des résolutions relatives à l'intérêt de l'État par des délibérations comparées et de résister à l'oppression. Les femmes ont-elles la force morale et physique qu'exige l'exercice de l'un et de l'autre de ces droits? L'opinion universelle repousse cette idée, écrivait Amar. Le résultat fut donc l'interdiction des clubs féminins, mais aussi l'exclusion des femmes qui servaient dans l'armée. La défense militaire de la patrie était considérée, à l'instar du vote, comme un attribut strictement masculin du citoyen, ouvrant la voie ainsi à une critique virulente des Amazones, considérées comme des monstres, donc ces femmes habillées en hommes et qui prétendaient s'armer pour défendre la patrie. Puis après Thermidor, la naissance du mythe des tricoteuses, ces militantes dont Dominique Godino a retracé l'histoire dans un livre absolument essentiel sur l'histoire des femmes en révolution. Faut-il en conclure que la révolution n'a rien apporté aux femmes? Non. D'une part, on vient de le voir, elles y ont fait l'apprentissage de la politique à différentes échelles. D'autre part, et quand même je voudrais le rappeler, même si ce n'est pas du tout l'objet de ce cours, il faut rappeler que la Révolution en 1792 a légalisé le divorce, ce qui, dans l'histoire de l'autonomie des femmes, a été une étape importante en transformant l'ordre des familles. Enfin, la promesse universaliste des droits, de la Déclaration des droits, en ouvrant la scène de l'égalité, a permis à quelques voix, certes très minoritaires, mais à quelques voix néanmoins, d'exprimer hautement la revendication de l'égalité politique pour les femmes. En effet, à ce stade, vous vous dites peut-être que j'essaye de noyer le poisson en passant sous silence les authentiques voix féministes de la Révolution, celles qui ne se sont pas laissées abuser par le faux universalisme des droits de l'homme mâle, et parmi elles, évidemment, le nom qui désormais vient spontanément à l'esprit, Olympe de Gouges, figure désormais incontournable. Alors j'y viens en précisant deux choses qu'il vaut la peine de garder en mémoire à propos d'Olympe de Gouges. D'abord, si celle-ci a bien joué un rôle politique actif sous la Révolution, notamment par ses liens avec les Girondins et par ses multiples brochures et pamphlets, en revanche, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791, devenue aujourd'hui à juste titre un texte fondamental de l'histoire du féminisme, eh bien, cette déclaration est passée à l'époque totalement inaperçue. Elle n'a suscité aucune réaction, ni dans un sens ni dans l'autre. Il faut quand même le rappeler. Par ailleurs, après sa mort en 1793, Olympe de Gouges est presque tombée dans l'oubli pendant 2 siècles. Comme l'a remarqué Olivier Ritz, aucun de ses écrits n'a été réédité, aucun, avant 1986, soit un incroyable vide éditorial de presque 2 siècles. Puis, à partir de la fin des années 1980, à la suite du bicentenaire, les entreprises de réédition se sont enchaînées, d'abord grâce à des éditrices féministes, comme Benoîte Groult, qui a joué un rôle très important, puis grâce à des éditeurs locaux à Montauban, où Olympe de Gouges était née en 1748, qui publièrent ses œuvres complètes. Enfin, par des éditions universitaires critiques, et désormais par une floraison d'éditions grand public, et notamment les très nombreuses éditions de la Déclaration des droits de la femme. La reconnaissance, on a quelques exemples ici, la reconnaissance posthume d'Olympe de Gouges est dès lors considérable, portée aussi d'ailleurs par le succès du roman graphique de Castel et Bocquet en 2012, par sa place dans les manuels d'histoire, ou encore par son nom donné à des rues, à des places, à des salles de spectacle, à des établissements scolaires. Or, à chaque fois, ce n'est pas, je vous le fais remarquer, la femme politique qui est célébrée.
à peine l'écrivaine et la dramaturge, mais bien la précurseuse des combats féministes. Son nom, en effet, est irrémédiablement attaché désormais à ce geste audacieux consistant à réécrire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du point de vue des droits des femmes. Il n'est pas anodin que l'Homme de Gouges ait choisi, pour mener son combat, un genre qui tient à la fois du manifeste et de la parodie, ou du moins de la subversion textuelle et idéologique, puisque sa déclaration, vous le savez, démarque précisément la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en réécrivant chaque article. Ainsi, l'article 1er, la femme née libre et demeure égale à l'homme en droit, l'article 1, donc démarque précisément l'article 1er de la Déclaration. On peut lire alors tout le texte comme une affirmation de radicale égalité. Tous les droits de l'homme sont aussi des droits de la femme. La Déclaration réécrit les mots de l'universalisme révolutionnaire en révélant ce qui était dissimulé, l'absence du féminin. Et au final, c'est bien une affirmation de radicale égalité que portait Olympe de Gouges, comme en témoigne son mot fameux « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir celui de monter à la tribune ». La preuve de l'égalité n'est plus dans la naissance, mais dans la mort, formule d'autant plus frappante qu'elle-même sera guillotinée en novembre 1793 pour des motifs essentiellement politiques, ses liens avec les Girondins, ses attaques incessantes et virulentes contre Robespierre, mais dans un contexte néanmoins de répression accrue contre les femmes à l'automne 1793. Mais en réalité, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne appelle aussi une autre lecture, car elle ne dit pas exactement que les droits de l'homme sont des droits humains et que les femmes doivent donc en bénéficier tout autant que les hommes. Elle semble plutôt affirmer que les femmes ont des droits en tant que femmes, et donc des droits qui, en partie, leur seraient propres. Le préambule, je ne suis pas sûr que vous puissiez lire d'ici, je vais quand même afficher, le préambule défend ainsi les droits du sexe supérieur en beauté et en courage dans les souffrances maternelles. C'est quand même une formule curieuse. Est-ce une ironie à l'égard des stéréotypes masculins? C'est possible, mais ce n'est pas certain. On peut aussi y voir l'affirmation d'une solidarité spécifiquement féminine, une sororité, comme on ne disait pas à l'époque, et une solidarité qui conduit d'ailleurs, vous le savez sans doute, Olympe de Gouges à dédicacer son texte, à le dédier à Marie-Antoinette, victime, elle aussi, de la vindicte masculine. Certains articles vont d'ailleurs assez loin dans la revendication d'une spécificité des droits en tant que droit féminin. Par exemple, l'étrange article 11, qui est rarement commenté, qui réécrit l'article 11 de la Déclaration sur la liberté d'expression et qui dit ceci. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers leurs enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis la mère d'un enfant qui vous appartient », sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité. Alors, l'article, en fait, si on le lit bien, il produit un double mouvement. D'une part, il ramène un principe universel, celui de la liberté d'expression, à un objet très particulier, à une question apparemment féminine, celle du droit de nommer le père de son enfant. D'autre part, et c'est le deuxième mouvement, il constitue comme un problème politique la question de la procréation, en rappelant qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème biologique concernant les femmes, mais d'une question sociale qui concerne les hommes tout autant que les femmes. Si bien que cet article, à première vue un peu bizarre, tributaire d'enjeux dont on pourrait penser qu'ils ne sont plus vraiment les nôtres, celui des naissances légitimes et illégitimes, est en réalité d'une grande modernité si on veut bien considérer qu'il s'agit de politiser la question de la sexualité, de la procréation et du corps des femmes. Cette ambiguïté qui fait aujourd'hui
je crois, tout l'intérêt de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et peut-être ce qui l'a rendue difficilement recevable en son temps. Comme l'a montré l'historienne américaine John Scott, dans un livre important paru en 1996 et traduit en français en 1998, Olympe de Gouges a été confrontée à un paradoxe que bien d'autres féministes rencontreront après elle, et qui est le suivant. Pour réclamer des droits universels, mais dont les femmes étaient exclues, elle était obligée de réintroduire au cœur de l'universalisme la question de la différence sexuelle, c'est-à-dire de la spécificité des femmes en tant que femmes, à la fois comme une position d'énonciation, mais aussi comme une expérience concrète, notamment dans le rapport à la maternité. Or, ce geste n'était pas une fin en soi, puisqu'il visait justement l'égalité. La différence des sexes devait donc être à la fois affirmée, pour dire « vous nous avez oubliés », et niée pour dire « nous sommes vos égales ». Sur le plan rhétorique, celui de l'écriture, le fait de réécrire de façon presque parodique la Déclaration des droits de l'homme sous la forme des droits de la femme laissait l'alternative ouverte. Fallait-il concevoir la nécessité de deux déclarations parallèles et peut-être concurrentes, ou ne s'agissait-il que d'attirer l'attention sur l'absence de prise en compte des femmes dans la déclaration? Sur le plan théorique, cette fois, les femmes devaient-elles obtenir des droits parce qu'elles étaient des hommes comme les autres, entendons des humains universels comme les autres, ou parce qu'elles étaient justement des femmes assumant leur irréductible différence tout en refusant de s'y laisser enfermer. Cette identité féminine à laquelle elles étaient inlassablement renvoyées par les préjugés masculins et l'ordre patriarcal, devait-elle la nier? Devait-elle l'euphémiser? Devait-elle la reléguer en dehors de la politique? Ou, au contraire, devait-elle l'affirmer, la brandir, au risque de faire le jeu précisément de leurs adversaires? Olympe de Gouges, c'est sa grandeur, n'a cessé de se poser cette question dans tous ses écrits, brouillant les pistes, tantôt revendiquant son identité féminine, tantôt, à l'inverse, voulant être reconnue comme un grand homme ou un homme d'État, affirmant encore « Je suis un animal sans pareil, je ne suis ni homme ni femme, j'ai tout le courage de l'un et quelquefois les faiblesses de l'autre », comme pour naviguer au mieux parmi les paradoxes d'un universalisme intégrant la différence. Paradoxe, le mot est d'elle, justement, en 1788, avant la Révolution, elle s'inquiétait d'apparaître, je cite, comme une femme qui n'a que des paradoxes à offrir et non des problèmes faciles à résoudre. Formule qui donne son titre américain au livre de John Scott, Only Paradoxes to Offer, traduit en français par La citoyenne paradoxale. Livre, je le précise, qui a parfois été mal compris, comme s'il pointait du doigt les incohérences du combat féministe, ou s'il minimisait les engagements militants ordinaires au profit d'une analyse des contradictions discursives. En réalité, il visait surtout, en tout cas c'est comme ça que je le lis, à éclairer la charge que fait peser sur l'émancipation féminine le poids de l'idéologie universaliste qui enferme les femmes dans un paradoxe presque insoluble entre l'affirmation et la négation de la différence. Mais aussi, plus largement, les contradictions de la représentation démocratique elle-même qui vise à la fois à garantir des droits égaux à tous en tant que personne et à représenter la diversité d'une société. On notera d'ailleurs que quelques années plus tard, John Scott a salué le combat pour la parité, dont j'ai parlé au début du cours. Elle y voyait, c'est le livre dont je vous ai mis la référence ici, elle y voyait, peut-être d'ailleurs un peu imprudemment, une solution à ce paradoxe par l'alliance harmonieuse d'un double universel, l'universel des droits et celui de la différence anthropologique du masculin et du féminin dans une perspective structurale issue des travaux de Françoise Héritier. Je dis imprudemment car
les années récentes ont montré que la question n'a pas été définitivement réglée, loin de là. Olympe de Gouges a tendance aujourd'hui à écraser un peu la mémoire du féminisme révolutionnaire. J'utilise ici, une parenthèse, j'utilise ici le mot féminisme en assumant bien sûr son anachronisme lexical, puisque le terme, vous le savez, a été utilisé pour la première fois dans ce sens par Hubertine Auclair en 1882. Pourtant, d'autres femmes ont elles aussi combattu pour les droits des femmes pendant la Révolution, affrontant les paradoxes de l'universalisme révolutionnaire. Comme l'a remarqué Caroline Fayolle, plusieurs d'entre elles étaient étrangères. Pensons bien sûr à la philosophe anglaise Mary Wollstonecraft, qui séjourne à Paris en 1792, s'enthousiasme pour la Révolution et publie sa défense des droits des femmes en anglais et en français, cette même année 1792, dans laquelle, défense des droits des femmes, dans laquelle elle plaide pour une stricte égalité des sexes. Mais aussi, moins connue aujourd'hui, la hollandaise Etta Palm, qui rédige en 1790 un discours sur l'injustice des lois en faveur des hommes et milite activement pour l'éducation des filles, dans laquelle elle voit l'outil d'une véritable émancipation. Ou encore, je ne vais pas vous faire passer tout en revue, mais quelques-unes, par exemple Anne-Joseph Théroigne, plus connue sous le nom de Théroigne de Méricourt, dont la vie mystérieuse a alimenté bien des légendes, et sur laquelle nous disposons désormais d'une mise au point très utile grâce au livre de Paul Delforge, Théroigne, citoyenne Anne-Joseph Théroigne. Théroigne, arrivée à Paris en 1789, assiste aux séances de l'Assemblée, arborant une tenue d'Amazone qui frappe les contemporains. Elle fréquente les clubs parisiens, part en Autriche où elle est enfermée, puis revient à Paris en 1792 et plaide pour que les femmes soient armées. La suite de l'histoire de Théroigne est tragique. Elle semble sombrer dans la mélancolie et passe les dernières années de sa vie enfermée, sans que l'on sache si l'échec de la Révolution l'a fait sombrer dans la folie, comme l'affirmait Elisabeth Roudinesco, ou si, comme le pense plutôt l'historienne allemande Helga Grubitsch, elle a été victime d'une stigmatisation politique et de mauvais traitements thérapeutiques qui ont aggravé son état et ont facilité son enfermement. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Théroigne illustre bien, elle aussi, les paradoxes du féminisme en révolution. Théroigne ne publie pas de droits de la femme, elle revendique l'égalité, elle affirme même ouvertement certains traits masculins, revendique le droit de porter des armes, mais elle est sans cesse, inlassablement, renvoyée à son statut de femme, soit positivement, ou censément positivement, à travers son surnom de belle liégeoise, soit négativement, à travers les stéréotypes psychiatriques sur sa folie. Alors, au-delà de ces individualités passionnantes, inclassables, atypiques, peut-on parler d'une diffusion des idées féministes sous la Révolution? Un texte particulièrement audacieux, La requête des dames, a souvent retenu l'attention, car cette supplique adressée à l'Assemblée pour dénoncer, je cite, « le plus antique et le plus général des abus », celui qui exclut les femmes des places, des dignités et des honneurs, eh bien, cette adresse ne se contentait pas d'exiger l'égalité des droits, mais réclamait avec fermeté la fin de toutes les prérogatives des hommes dans la famille, dans les relations sociales et jusqu'à l'armée. La requête s'achève par une proposition de décret dont l'article 1er stipule « Tous les privilèges du sexe masculin sont entièrement et irrévocablement abolis dans toute la France » et qui va même jusqu'à réformer la grammaire. Article 3, le genre masculin ne sera plus regardé, même dans la grammaire, comme le genre le plus noble. L'historienne Karen Hoffen, grande historienne du féminisme, y voit la formulation la plus radicale des revendications féministes au XVIIIe siècle.
Le problème, parce qu'il y a un problème, le problème c'est qu'il est très difficile d'identifier les autrices de ce texte, qui ne comporte ni lieu d'édition ni date. Eliane Viennot pense que le texte date de 1792, et elle le date à cause de sa radicalité, mais le problème c'est qu'il évoque énormément d'événements, mais aucun postérieur à l'automne 1789, ce qui pousse plutôt à situer la rédaction à cette date. On doit alors se demander si cette requête ne serait pas une parodie. Une équipe d'étudiantes du Master Jean Littérature-Culture de Lyon 2, encadrée par Olivier Ferré, en a donné récemment une édition critique en ligne, très nuancée, qui penche plutôt en faveur de cette lecture critique. En raison de certaines revendications, notamment l'accès des femmes à la prêtrise, qui semble peu vraisemblable, surtout si on admet la date de 1789, ainsi qu'en raison de la présence, au fil du texte, de stéréotypes misogynes. Dès lors, vous voyez bien que le document change de sens, alors qu'il est très souvent cité et utilisé pour montrer la diffusion de ces idées, eh bien, il n'est plus le témoignage de revendications particulièrement progressistes, mais une satire des discours féministes, peut-être écrite par un homme ou un groupe d'hommes, pour démontrer par l'absurde que les revendications des femmes risqueraient de conduire par extension à une inacceptable subversion de l'ordre social. Comme l'écrit Christine Fauré, qui a étudié de nombreuses adresses de ce type, la limite entre le plaidoyer et la dérision devient parfois imperceptible. En rivalisant d'audace et d'incongruité utopique, les propositions politiques et sociales portées par ces brochures demeurent un jeu risqué, protégé par l'anonymat et par les adresses fantaisistes. Or, dans le cas de la requête des dames, l'intérêt du texte tient précisément à son interprétation incertaine. Si on suit la lecture qui y voit une parodie satirique, alors il faut reconnaître que les auteurs ou l'auteur ou les auteurs ont été pris en quelque sorte à leur propre jeu, puisque des revendications qui leur paraissaient grotesques et outrancières nous semblent aujourd'hui anticiper un universalisme conséquent. Et la question de savoir comment un tel texte a été lu, à l'époque, reste entièrement ouverte. Quelle que soit d'ailleurs l'hypothèse que l'on retient. Il n'est pas impossible, et c'est toute l'ironie de la chose, qu'il ait pu faire l'objet d'interprétations irrémédiablement et diamétralement opposées. C'est sans doute le propre des périodes de bouleversement politique et symbolique que de faire vaciller les cadres interprétatifs qui permettent habituellement de stabiliser plus ou moins la réception des écrits. Les femmes qui militaient pour l'égalité des droits, par ailleurs, ont trouvé assez peu d'alliés. La plupart des hommes, même les plus éclairés, regardaient l'accès des femmes aux droits politiques comme chimérique. On a souvent insisté sur l'influence de Jean-Jacques Rousseau et de sa conception très différenciée des rôles sociaux, aux hommes la vie publique et politique, aux femmes la morale et la vertu au sein du foyer. De fait, une grande partie de la pensée des révolutionnaires est fondée sur cet héritage, ce qui n'empêche pas, au demeurant, d'exalter et de valoriser le rôle des femmes, bien sûr, à travers le mythe de la mère républicaine chargée d'enfanter les héros républicains et les défenseurs de la nation. C'est un des grands thèmes de la littérature révolutionnaire. Parmi les rares figures masculines révolutionnaires qui ont défendu ouvertement l'égalité parmi les femmes, l'égalité politique des femmes, il faut mentionner néanmoins Condorcet, qui, sur ce plan comme sur d'autres, a en quelque sorte sauvé l'honneur de la philosophie des Lumières. Dans son vibrant plaidoyer pour l'admission des femmes au droit de cité, publié en juillet 1790, Condorcet dénonce avec vigueur les préjugés de son temps et l'injustice qui en découle. Comment des législateurs attentifs à l'égalité des droits, écrit-il, ont-ils pu, je le cite, priver tranquillement la moitié du genre humain de ses droits,
C'est donc au nom d'un universalisme totalement indifférent aux différences genrées qu'il défend l'accès des femmes à la citoyenneté. Vous voyez la citation. « Les droits des hommes résultent uniquement de ce qu'ils sont des êtres sensibles, susceptibles d'acquérir des idées morales et de raisonner sur ces idées. Ainsi, les femmes ayant ces mêmes qualités ont nécessairement des droits égaux. Ou aucun individu de l'espèce humaine n'a de véritables droits, ou tous ont les mêmes. Et celui qui vote contre le droit d'un autre, quelle que soit sa religion, sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les siens. » Condorcet développe ainsi une ligne radicalement universaliste, rejetant les différences sexuées comme indifférentes dans le domaine politique. Tout ce qui a rapport au corps, notamment, est totalement écarté. Je cite, « Pourquoi des êtres exposés à des grossesses ou à des indispositions passagères ne pourraient-ils exercer des droits dont on n'a jamais imaginé de priver les gens qui ont la goutte tous les hivers ou qui s'enrhument aisément ?» La radicalité du texte qui rompt avec les préjugés, y compris, vous le voyez, sous une forme qui se veut ironique et plaisante, peut être jugée au choix enthousiasmante et émancipatrice, ou être perçue néanmoins comme une façon de minimiser, d'invisibiliser, dirait-on aujourd'hui, les spécificités de l'expérience féminine et du corps féminin. Mais, quoi qu'il en soit, il est évident que Condorcet a la possibilité de tenir un tel discours en échappant au paradoxe avec lequel se débattait Olympe de Gouges, parce que lui-même parle en tant qu'homme, et donc au nom de l'universel proclamé en 1789, et qu'il peut ainsi proposer d'étendre, c'est un universel qu'il peut proposer d'étendre, au sein duquel il peut intégrer les femmes comme êtres rationnels et sensibles, alors que les pionnières du féminisme sont obligées, et vont l'être tout au long du XIXe et du XXe siècle, de s'exprimer en tant que femmes, posant d'emblée une différence, ne serait-ce que celle qui leur est imposée par ceux auxquels elles s'adressent. Pour Condorcet, la question de l'égalité entre les genres est par ailleurs indissociable d'une réflexion sur l'éducation qui, vous le savez bien, est au cœur de sa pensée. De fait, il est aussi un des rares auteurs de l'époque à plaider sans ambiguïté pour un accès égal à l'instruction publique. Rien ne peut empêcher, dit-il, écrit-il en 1791, rien ne peut empêcher que l'instruction soit la même pour les femmes et pour les hommes, reprenant ici un thème qu'il avait déjà développé et défendu avant la Révolution. C'est là, cet argument sur l'éducation, un point essentiel, car au fond, davantage que la question des droits politiques, c'est bien la question de l'éducation et de l'accès au savoir par laquelle passe, en cette fin du XVIIIe siècle, la question de l'émancipation féminine. Sur ce plan, la Révolution hérite d'un débat très ancien, on pourrait remonter à Christine de Pisan, à sa Cité des Dames, à Marie de Gournay, qui défend en 1622 l'égalité des hommes et des femmes, ou encore au cartésien Poulain de la Barre, qui promeut en 1673 l'égalité des qualités intellectuelles des deux sexes. Or, ce débat, donc plus ancien qu'on ne le croit, mais ce débat a connu une nouvelle actualité au XVIIIe siècle. D'un côté, de nombreux philosophes, à la différence de Condorcet, ont défendu une conception genrée de l'activité intellectuelle, comme l'a montré Anthony Lavopa, le travail scientifique et théorique étant conçu comme strictement masculin, tandis que les femmes se voyaient accorder une intelligence, certes, mais une intelligence affective, relationnelle, sensible, encadrée par les normes de la politesse mondaine. De ce point de vue-là, il faut le noter, le matérialisme philosophique des Lumières, loin de constituer nécessairement un progrès, au regard des préjugés anciens, a contribué à naturaliser les différences sexuelles en insistant, par exemple, sur les différences anatomiques et sur la question de la procréation. En retour, les femmes ont été de plus en plus nombreuses à affirmer leur droit au savoir, leur légitimité à écrire, à penser, à publier. Il s'agit d'un mouvement européen incarné par des figures comme l'historienne anglaise Catherine Macaulay,
la savante espagnole Josefa Amar, mais auquel les femmes de lettres françaises, comme par exemple Louise d'Épinay, ont apporté une contribution importante. Contribution qui a parfois été minorée, mais dont redécouvre aujourd'hui toute l'importance. Ainsi, celle de Louise Dupin, dont l'œuvre considérable en faveur de l'égalité entre les sexes, œuvre restée manuscrite, a longtemps été totalement oubliée avant d'être redécouverte et republiée il y a 2 ans par Frédéric Marty, qui en a révélé toute l'ampleur. Louise Dupin avait en effet entrepris une vaste encyclopédie des savoirs sur les femmes qui l'a menée à réfuter les préjugés favorables aux hommes, renvoyés au rang d'absurdes superstitions. Vous voyez ce qu'elle écrit. On voit aujourd'hui subsister dans le monde une opinion d'inégalité entre les hommes et les femmes qui ne me paraît pas fondée par la nature, ni fondée sur la vérité. Il doit arriver un jour où cette question d'égalité, et par conséquent tout ce qui la soutient, paraîtra ridicule parce qu'on ne pourra en supposer le doute, comme on commence à supposer qu'on n'a jamais cru aux esprits ni aux sorciers, et par les mêmes raisons. Donc, vous voyez, l'inégalité intellectuelle est renvoyée à un préjugé et évidemment associée à pire préjugé dans la pensée des Lumières, c'est-à-dire la croyance dans la sorcellerie et les fantômes. Or, sur ce plan, celui des combats pour le savoir, la Révolution, loin d'exclure les femmes, leur a donné de nouvelles opportunités, en développant l'instruction féminine, en appointant des institutrices et en permettant aux femmes d'investir le champ littéraire, intellectuel et savant, comme l'a montré notamment Carla Hess, résultat confirmé par la thèse récente de Valentina Altopiedi. À défaut d'une égalité politique, les femmes ont pu, bien plus nettement que sous l'Ancien Régime, revendiquer un universalisme du savoir et de la création intellectuelle et se penser comme des actrices de la modernité, c'est la thèse de Carla Hesse. Bien sûr, cette entrée des femmes dans l'espace de l'écriture et de la connaissance est restée très incomplète, les femmes par exemple n'ayant pas accès aux institutions savantes, et il a suscité en retour une réactivation de tous les poncifs hostiles au savoir féminin. Vous vous souvenez du texte de Germaine de Staël que j'avais cité il y a quelques semaines, où elle comparait la femme de lettres au paria de l'Inde, seule, isolée, moquée. Je n'ai évidemment pas le temps, dans les quelques minutes qui me restent aujourd'hui, de dresser un panorama de cette offensive antiféministe. Et je n'ai pas de goût particulier pour les florilèges consternants de misogynie, mais, et c'est assez facile de les constituer, mais je voudrais m'arrêter sur un texte étrange, publié en 1801 par Sylvain Maréchal, un des principaux acteurs de la conjuration babouviste. Maréchal est une figure intéressante de la Révolution, assez bien connue grâce à la biographie ancienne de Maurice Domengé et surtout aux travaux récents d'Erika Joy Manucci. Avant 1789, Maréchal est bibliothécaire, à la fois par nécessité. Il a fait des études de droit, mais c'est pas de chance, il est bègue. Alors, c'est pas facile pour être avocat, et donc il est bibliothécaire. Il écrit des bergeries, divers textes, un almanach qui annonce le calendrier révolutionnaire, et Manucci l'a montré, il construit un dispositif, tout un cadre intellectuel sous l'auspice à la fois de Rousseau et du baron d'Holbach, tout à fait cohérent et radical. Sous la Révolution, il adopte là aussi des positions assez fortes, et notamment marquées par un anticléricalisme convaincu qui le poussera d'ailleurs plus tard à publier un dictionnaire des athées. Entre-temps, en 1793, il participe à l'écriture du Manifeste des égaux avec Babeuf et Buonarroti, qui plaident donc, vous le savez, pour une révolution sociale, l'abolition de la propriété et l'édification d'une société agrarienne, mouvement dans lequel, la conjuration des égaux, de Babeuf, dans lequel on a parfois voulu voir une annonce des mouvements socialistes et même du communisme. En 1801, Maréchal publie
un projet de loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes, composé de 113 considérants et de 80 articles, mélange improbable de citations érudites, de références historiques, de propositions juridiques, visant à montrer le danger extrême que représente pour la nation et pour l'ordre social l'accès des femmes à l'instruction, et la nécessité par conséquent de les en éloigner. La plupart des considérants sont des citations allant d'Homère à Jean-Jacques Rousseau. D'autres sont des attaques directes contre des femmes autrices dont il eût mieux fallu, pense Maréchal, qu'elles n'écrivât point. Le projet de loi de 1801 paraît tellement excessif et réactionnaire qu'il a longtemps été passé sous silence ou alors considéré comme une facétie, voire là aussi une satire, et il revient à Geneviève Fraisse d'avoir sorti le texte de l'oubli dans La Muse de la Raison en 1989 et d'avoir pris au sérieux son attaque contre le savoir féminin. Le texte a fait l'objet depuis de 2 rééditions, la même année, en 2007, qui s'accordent à y voir un pamphlet sérieux qui, sous les dehors de la plaisanterie, de la parodie et de l'outrance, exprime bien les idées de Maréchal sur le sujet. Celui-ci, en effet, n'a cessé de plaider contre l'instruction des femmes tout au long de la Révolution, au nom d'une vision idéale de la société articulée autour de la famille patriarcale et de l'égalité entre les citoyens, hommes. Exclusion des femmes de l'espace public et égalité homme-femme à l'intérieur de la famille. Il écrivait, par exemple, « Une fille bien née et convenablement éduquée ne doit sortir de la maison paternelle que pour entrer dans celle d'un époux. C'est aux mères seules à élever leurs filles et aux maris à achever l'éducation de leurs femmes. Voilà la méthode de la nature. » J'avais dit pas de florilège misogyne, bon, quand même un petit exemple. La nature. Voilà la méthode de la nature. La nature, c'est le grand mot. Dans la pensée de Maréchal, mais aussi chez d'autres auteurs, le couple raison-nature, qui doit fonder l'ordre social, impose aux femmes de rester cantonnées à l'ordre domestique et à l'autorité paternelle ou maritale. Et vous voyez bien que la nature sert aussi bien à l'universalisme, droit naturel, de 89, qu'à ce type d'affirmation. Tout ce qui pourrait éloigner les femmes de l'ordre domestique, les pousser à l'autonomie, doit donc être soigneusement évité, et notamment l'éducation. D'ailleurs, le manifeste des égaux de Babeuf stipulait qu'il n'y ait plus d'autre différence parmi les hommes que celle de l'âge et du sexe. La femme est donc une éternelle mineure. Comme l'a souligné Michel Perrault, le rêve de Sylvain Maréchal est de fonder un socialisme agraire dont la famille patriarcale serait le pivot. À ce titre, je la cite, « Il illustre parfaitement la contradiction entre le social et le sexuel qui traverse la pensée socialiste du XIXe siècle. » Car tel est le paradoxe du texte de Maréchal. Il ne provient pas de milieux contre-révolutionnaires, conservateurs et catholiques, qui tiennent, il est vrai, à peu près le même discours au même moment, mais d'un auteur qui se veut à l'avant-garde de la révolution sur le plan social et qui plaide pour l'égalité universelle, c'est-à-dire à ses yeux celle des hommes. Signe des temps, le texte de Sylvain Maréchal a immédiatement suscité 2 répliques féministes. D'une part, celle de Marie-Armande Jeanne Gacon-Dufour, une femme de lettres et romancière qui avait déjà pris position avant la Révolution pour l'égalité des sexes et qui se trouvait être une amie de Maréchal. Et donc elle lui répond avec humour, faisant mine de prendre le texte pour une sorte de canular, mais inquiète qu'il soit pris au sérieux par d'autres. Alors, Erika Manucci a d'ailleurs avancé l'hypothèse selon laquelle la double publication aurait été une opération concertée pour susciter un débat sur la place des femmes. Maréchal livrant une version volontairement excessive de ses propres convictions et Gacon-Dufour lui répondant avec humour et modération. La publication au même moment d'un roman de Gacon-Dufour, La femme grenadier, qui vient d'être réédité, et qui comporte un éloge rédigé par Sylvain Maréchal, pourrait renforcer cette hypothèse. Mais en tout cas, il y en a une qui ne l'a pas entendue de cette oreille, c'est Albertine Clément Emery, écrivaine, journaliste,
qui attaqua frontalement Maréchal dans un texte intitulé « Les femmes vengées de la sottise d'un philosophe du jour ». Sa réponse était dictée, disait-elle, par l'indignation et la pitié, et elle invitait Maréchal à se rétracter s'il ne voulait pas passer pour un fou. Elle s'attachait point par point, donc elle reprend tous les considérants, et elle discrédite l'idée d'une différence essentielle entre les sexes qui serait ancrée dans la nature et qui justifierait un partage des rôles. Elle défend donc radicalement la capacité des femmes dans l'ordre intellectuel, renversant tous les exemples historiques brandis par Maréchal et donnant des modèles contemporains, notamment celui de la mathématicienne Sophie Germain. Alors on peut faire deux lectures de ces échanges. Un écrivain misogyne publie une critique du savoir féminin sous la forme d'une plaisanterie et il s'attire immédiatement la réfutation courroucée de deux autrices, découvrant par là même que les vieux lieux communs hostiles au savoir des femmes ne sont plus acceptables. C'est une lecture, et du coup on l'imagine maugréé dans sa maison de Montrouge où il a passé les dernières années de sa vie. Oh, on ne peut plus rien dire, vraiment. Bon. Autre lecture, plus inquiétante mais peut-être plus réaliste, après l'ouverture représentée par la Révolution, les femmes de lettres étaient de nouveau sur la défensive, obligées de batailler contre le retour au premier plan des pires stéréotypes, non seulement sous la plume des auteurs contre-révolutionnaires, mais aussi parmi ceux qui auraient dû être leurs alliés, les militants de l'égalité sociale, et qui étaient parfois leurs amis. Aujourd'hui, la question féminine s'est réorientée. Elle ne porte plus, du moins en France, sur l'égalité des droits politiques, qui n'est pas menacée, quoique, ni sur l'égalité intellectuelle, que nul ne remet en question, mais sur les inégalités professionnelles, salariales et surtout sur tout ce qui a trait au couple, à la sexualité, aux violences sexistes et sexuelles, ce qu'on appelle parfois la politisation de l'intime. Dans ce contexte, le paradoxe issu de l'universalisme des Lumières reste d'actualité. Comment penser conjointement l'égalité et la différence, les droits universels et la spécificité de la condition féminine, sans que celle-ci, bien sûr, ne soit renaturalisée et ne redébouche sur des assignations réductrices. Cette tension, toutefois, se déploie dans un contexte nouveau marqué par l'essor des conceptions constructivistes des identités genrées et par le trouble dans le genre qui bat en brèche l'universalité de la distinction masculin-féminin au profit de figures multiples des identités sexuelles et genrées. Mais est-on bien sûr que cela soit totalement nouveau ? Olympe de Gouges ou Anne-Joseph Théroigne, pour ne citer qu'elles, ont elles aussi affirmé en leur temps leur volonté d'échapper aux stéréotypes, de construire des identités complexes, inclassables et scandaleuses. Un animal sans pareil, disait Olympe de Gouges, ni homme, ni femme, telle était peut-être la meilleure position ou la seule, à partir de laquelle l'impossible citoyenne de la Révolution pouvait s'attaquer à la confiscation masculine de l'universel. Merci pour votre attention.